spécialement s'intéresser au lien, c'est dans le titre, entre le corps et l'âme. L'endocrinopsychologie n'est pas connue peut-être dans les instances tout à fait officielles, obligatoires, mais vous allez vous entraîner dans ce domaine de découverte que vous pratiquez d'ailleurs, et vous m'avez dit que c'est un peu l'héritage reçu du professeur Gautier que vous vous efforcez de transmettre, de nous transmettre aujourd'hui. À vous la parole, si du moins un de ces appareils daigne fonctionner. Oui, ça a l'air de marcher. Vous m'entendez bien? Merci. Alors, je vais vous parler donc d'endocrinopsychologie. Merci. Endocrinopsychologie, il faut quand même que je vous donne l'historique de cette discipline que j'ai nommée moi-même endocrinopsychologie il y a 35 ans environ, pour nommer le contenu que m'a laissé ce savant qui était le docteur Jean Gautier, un médecin de Bordeaux, qui a eu une histoire dont je vais vous donner quelques éléments à l'instant même. Donc, le docteur Gautier était médecin, mais il est né avec une difficulté assez grave à l'époque, mais qui n'était pas connue, c'était l'hypothyroïdie congénitale. Il s'est développé qu'à un cas, il a appris son langage avec d'énormes difficultés, puisque l'hypothyroïdie est reconnue évidemment maintenant, mais à l'époque, 1891, ce n'était pas connu et les difficultés de cet enfant étaient extrêmes. Donc il était nommé lui-même pré-mongolien, c'est-à-dire l'état qui est avant ce stade du mongolisme qu'on appelle trisomie 21 maintenant. Donc, le docteur Jean Gautier a réussi tout de même à faire sa médecine avec énormément de mal, et c'est au début de ses années médicales qu'il découvre qu'il est atteint de cette fameuse hypothyroïdie, parce qu'on décrivait les symptômes à l'époque. Son professeur Moncourt à l'époque décrivait bien ce qu'on connaissait depuis peut-être 30 ou 40 ans. Le début de l'endocrinopsychologie, c'était autour des années 1860. Et quand il a entendu la description des symptômes de ce médecin, il a été tout à fait enthousiasmé et il s'est dit, mais alors je vais pouvoir me traiter. Il s'est donc administré de très forts extraits thyroïdiens, jusqu'à 40 centigrammes par jour, et il se rendait compte au cours des mois que son intelligence, son adaptation, son émotivité, surtout sa mémoire, augmentait, s'amplifiait. Il trouvait qu'il devenait plus intelligent. Enfin bref, il était tout à fait enthousiaste et il a pu évidemment finir sa médecine avec beaucoup plus de facilité. Lorsqu'il a vu, quand il constatait son amélioration fondamentale, amélioration tous azimuts, surtout la mémoire. Il faut savoir qu'un hypothyroïdien n'a pas de mémoire. On verra peut-être tout à l'heure que la mémorisation est une capacité de la thyroïde. On va parler des glandes un petit peu quand même aujourd'hui. Il n'avait pas de mémoire et quand il se traitait, il arrivait à enregistrer de plus en plus. Bien, ça fonctionnait pas mal. Et quand il a vu ces améliorations, il s'est dit, mais pourquoi nous dit-on alors que le cerveau, le système nerveux, le cerveau, est ce qui est considéré comme le nec plus ultra de notre économie générale, que tout est cérébral, ça gère tout le cerveau, tous les fonctionnements, et toute l'intelligence, enfin toutes nos facultés aussi. Comment se fait-il que moi, je me transforme dans des proportions très importantes, dans des paramètres ou des facultés ou des caractéristiques qui sont attribuées généralement au cerveau? Et c'est là que le doute s'est installé chez ce médecin, parce qu'il constatait, par une expérience tout à fait personnelle, que son amélioration allait à contrario de ce qu'il avait reçu comme enseignement. C'est connu, et ça continue pareil d'ailleurs. Le cerveau, toujours le cerveau, et maintenant ce sont les neurosciences. Voilà, si vous voulez, la chic note de départ, c'est-à-dire la cause première de ces travaux qu'il allait poursuivre pendant des décennies, à partir de la fin de sa médecine. Il avait commencé avant la guerre de 14, il a poursuivi après la guerre de 14.
et jusqu'à pratiquement sa mort en 1968. Je l'ai connu moi-même en 1961 parce que votre serviteur était aussi atteint d'un problème thyroïdien. Le disciple n'est pas mieux que le maître, et je l'ai connu à 18 ans. Moi qui ai eu des difficultés personnelles très importantes, scolairement, adaptativement, parce que j'étais atteint d'une hyperthyroïdie que j'ai qualifiée de parabasdo, avec beaucoup de difficultés émotionnelles, etc. Et cette histoire m'a beaucoup atteint, mais à partir de l'âge de 18-19 ans, j'ai suivi le même processus de transformation que le docteur Jean Gauthier. Je suis devenu beau et intelligent, non, je plaisante, mais je veux dire que je sentais que mes facultés augmentaient, et cette expérience est unique, puisque jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait pu dire j'étais assez nul quand j'étais petit, puis après, je suis devenu un peu plus performant, j'ai fait mes études, j'ai passé mon bachot, etc. Au fond, j'ai fait exactement ce qu'a fait le docteur Jean Gauthier. Autrement dit, le maître qu'il était et le disciple que je suis devenu, c'est bonnet blanc et blanc bonnet finalement. Vraiment, j'ai fait cette itinéraire. Donc, cette performance m'a passionné, bien entendu, et j'ai poursuivi ces travaux au cours des années, puisque, évidemment, ça fait plus de 50 ans, finalement, parce que j'étais très jeune et je suis un peu plus âgé simplement. Et donc, je suis toujours le disciple, je continue de travailler puisque j'ai fait des formations actuellement, je m'occupe, j'ai un cabinet qui fonctionne encore, je fais des conférences, j'essaie de faire connaître, de me dupliquer et d'enseigner cette discipline particulière, endocrinopsychologie. Donc je vous ai dit que la chic note de départ, c'était la propre histoire du docteur Jean Gauthier. Lorsque on parle d'endocrinopsychologie, vous voyez bien qu'il y a deux mots qui sont liés par un trait d'union. Endocrino, c'est les glandes. Psychologie, c'est la psyché. La psychologie, qu'est-ce que c'est? On va pas parler de ça, mais un peu. La psychologie, c'est l'étude de la psyché, c'est-à-dire ce qui est ressorti à l'âme spirituelle. Alors, on pourrait peut-être juste quelques secondes faire une petite différence, un petit distinguo entre l'âme et l'esprit. Alors, les doctrines concernant ce distinguo sont très nombreuses. Il y a saint Thomas d'Aquin qui a parlé de ça, il y en a beaucoup d'autres. Je me contenterai de juste dire que, pour moi, parce que on n'est pas en science, on est en philosophie, puis il y a des approximations, il y a des interprétations, c'est compliqué ça. Eh bien, pour moi, donc, je dirais, ça vient pas de moi, ça vient d'auteurs, de philosophes aussi, que l'âme, si vous voulez, c'est le vivant. L'âme, c'est la vie, c'est connu. L'âme, c'est la vie, et la vie, c'est l'émotion, c'est la vitalité, c'est la peine, la joie, l'excitation, etc. On va dire, l'esprit, c'est plutôt les facultés que déploie l'âme. Les facultés, c'est la volonté, l'intelligence, la rationalité, l'évaluation, le jugement, etc. Donc, pour juste vous situer un peu la différence que je ne manquerai pas disons, de marquer, mais en fait, je parlerai surtout de l'âme, parce que je trouve que c'est plus facile. En fait, j'assimile l'un et l'autre. Mon livre s'intitule Le secret des volets du corps et de l'esprit. Ça pourrait être de l'âme, donc je vous dis, je ne fais pas la différence. Cette discipline, endocrinopsychologie, est donc difficile par le fait même que l'endocrino, c'est une science médicale, mais elle est modulée ou modérée ou je sais plus l'eau, par la psyché, c'est-à-dire par le fait que j'ai lié cette endocrinologie à la psychologie. C'est donc plus tout à fait une endocrinologie, c'est une endocrinologie pondérée par la psychologie. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire connaître finalement les relations qui existent entre le corps et l'esprit. Vous avez compris que cette endocrinopsychologie va mettre en question, au nom même de la domination du système endocrinien
que le docteur Jean Gauthier a pu établir, va mettre en doute la domination du système nerveux. J'ai bien conscience d'être complètement en dehors des clous officiellement. Simplement, je suis obligé, moi, de faire connaître les travaux d'un savant qui n'a pas cours, qui est un vrai savant, parce qu'il a démontré, et surtout il a découvert des fonctionnements humains inconnus dont on va parler, ce qui est assez incroyable quand on pense qu'actuellement on a l'impression de tout savoir sur l'économie humaine, sur la physiologie humaine, et qu'en fait on n'en connaît peut-être que 5%. Dr Gauthier a montré que les glandes endocrines sont le top du top. Il a démontré que les glandes endocrines sont premières par rapport au système nerveux. Alors évidemment, parfois je me fais un peu critiquer, c'est normal dans une conférence, j'essaie d'être très prudent parce que quand vous commencez à dire ça et qu'il y a un neuroscientifique spécialisé, il va commencer à rouspéter. Non, il ne faut pas rouspéter, je dis les choses le plus naturellement possible. Je dis surtout que c'est les travaux d'un savant qui est mort il y a 47 ans, je crois, et qui m'a laissé des caisses entières de travaux, de manuscrits inédits, de conférences diverses, et c'est une mine d'or, et je vous disais que c'est ça que j'ai appelé endocrinopsychologie. Donc la notion d'équilibre glandulaire va s'imposer. Non pas le système nerveux, non pas les neurosciences, mais l'équilibre endocrinien. De fait, les glandes sont 4, essentiellement. D'autres, enfin, il y a l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales et la glande génitale. Et c'est cet équilibre glandulaire qui va être l'arc-boutant majeur de toute notre économie. Il ne s'agit pas de dire que le système nerveux serait secondaire. Non. Mais il est second. Il n'a pas la priorité. Je n'en veux pour preuve, parce que je ne pourrais pas approfondir tout ça, c'est une conférence qui va durer 1 heure. Je n'en veux pour preuve que le fait qu'il est nécessaire que les hormones thyroïdiennes soient suffisamment élaborées dès l'embryon pour que nous ayons un formatage neuronal minimum, c'est-à-dire une maturation, la myéline nerveuse et demande obligatoirement les hormones thyroïdiennes, ainsi que la synaptogénèse, c'est-à-dire la formation des synapses. Si donc il n'y a pas une hormone thyroïdienne suffisante, si on est hypothyroïdien dès congénital, nous allons avoir un déficit nerveux. Alors d'aucuns pourraient penser que c'est en raison de ce déficit nerveux que les personnes qui naissent hypothyroïdiennes sont atteintes de déficit et de handicap. Bien sûr, on a beau jeu de dire c'est parce que son système nerveux est impuissant et mal maturé, etc. Eh bien non, parce que en réalité, il y a antériorité du système glandulaire sur le système nerveux. Et c'est un des arguments majeurs, enfin il y en a d'autres, mais c'est le principal, à mon avis, pour affirmer que le système glandulaire est premier. Il est premier parce que dans la jeunesse de l'individu, les glandes sont formées avant. Le système nerveux se forme, il est ébauché bien sûr dans le fœtus, mais il se mature encore jusqu'à un âge assez avancé, vers 9-10 mois de la vie aérienne. Donc il n'y a aucune raison, vraiment aucune, pour qu'un système qui est formé après soit dominant par rapport à un système qui est formé avant. La hiérarchie des valeurs fait que le système glandulaire qui est formé avant a naturellement barre sur le système nerveux. Et c'est ce qui est absolument avéré. Donc cet équilibre glandulaire va être, je disais, la clé de voûte de tout ce que nous sommes sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan psychologique. C'est là que on doit faire un petit peu de philosophie parce que il n'existe pas de science de l'esprit, la science de l'esprit. Je parle de science expérimentale. Vous n'avez que la philosophie et la réflexion pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que une réalité? L'être humain, par exemple, mais n'importe quelle réalité doit essayer de se comprendre à travers une réflexion. C'est ça la philosophie. Eh bien, l'être humain, on a voulu l'étudier
comme objet de science. Les sciences sont tout à fait en légitimité de vouloir tout étudier. Mais l'homme est le seul objet de science au monde qui soit animé par un esprit. Par conséquent, le fait de vouloir appliquer la méthode expérimentale pour étudier l'être humain est une impéritie, une erreur, une difficulté, car on ne peut pas appréhender l'être humain par la méthode expérimentale. On va pouvoir, évidemment, faire certaines expériences, et encore c'est très difficile, par rapport au corps, pour toujours avoir une appréhension matérielle, expérimentale, quand il s'agit du corps, mais l'esprit, comment faire? Alors, les neuroscientifiques ont posé un postulat. Les scientifiques, les psychiatres, tous ceux qui étaient habilités à essayer de comprendre comment ça fonctionnait un être humain, ont posé un postulat, dis-je, c'est celui d'affirmer que tout se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que nous sommes tous, avec nos facultés, nos fonctionnements physiques, même organiques, et surtout intellectuels, avec nos facultés supérieures, tout dépend du cerveau. J'appelle ça un postulat. De plus, ce postulat nous empêche totalement de considérer que l'être humain est un être libre. Si c'est mon cerveau, rapidement, si c'est mon cerveau qui commande, si mon cerveau, c'est celui qui possède l'intelligence, ainsi que la volonté, ainsi que mes émotions, mon langage et tout, comment puis-je affirmer que je reste un être libre? La liberté, que je sache, c'est une prérogative de l'esprit, de l'âme. Or, si je dis mon intelligence, c'est mon cerveau, je ne suis plus libre. Mon cerveau n'est pas l'esprit. Cette difficulté a été levée par l'endocrinopsychologie et j'ai conscience que cette approche est très originale. Elle est, à mon avis, assez unique puisque la philosophie qui est sous-tendue là n'est pas unique, mais l'alliance du corps et de l'âme avec les glandes en premier, ça c'est assez unique. Et je me souviens qu'un certain Dominique Tassot, il y a une quinzaine d'années, ici présent, m'avait dit, dans une petite conférence qu'il avait faite, je crois que c'était à Notre-Dame de Montligeon, m'avait dit, attends, je crois que je parle mal, c'est mieux comme ça, non? Alors, m'avait dit, vous savez, ce que vous avancez là, il faut 100 ans pour que ce soit accrédité par la science officielle. Donc, ne vous découragez pas, mais on n'est pas demain la veille que vous soyez reconnu. Cependant, je voudrais vous dire, pour assurer une certaine autorité que je n'ai pas, mais peut-être, parce que vous savez, s'il n'y a pas l'autorité, quand on émet des idées un peu nouvelles, ça tombe complètement à côté de la plaque. Donc l'autorité, on l'a quand on est professeur, quand on a une aura, quand on a... Bon. Et quand c'est pas le cas, ben on n'a pas l'autorité. Donc pour faire passer une discipline, une connaissance particulière, c'est beaucoup plus difficile. Alors pour vous montrer quand même que j'ai quand même une petite autorité par rapport à cette endocrinologie, je vais vous dire quelques lignes d'une lettre que j'ai reçue de la part du professeur Michel Bastide il y a une quinzaine d'années, après la parution de mon livre sur le secret des volets du corps et de l'esprit. Voici ce qu'il me dit, pour appuyer un petit peu, mais dire tout de même pour que je ne sois pas tout seul à émettre des idées nouvelles. Professeur de philosophie dans la tradition aristotélicienne, et professeur de philosophie aristotélicienne à Dijon. J'ai toujours été attentif au vivant et je retrouve évidemment dans votre réflexion une très intéressante mise en hors-jeu du cerveau qui est celle même d'Aristote. Ce sont ensuite les stoïciens, matérialistes et panthéistes, et surtout Galien, qui ont situé les pensées et les émotions dans le cerveau en tentant déjà des localisations. Une direction beaucoup plus globale, décentralisée, correspond évidemment beaucoup mieux à la conception de l'âme, forme du corps tout entier. Il me semble que par là, vos travaux rejoignent en partie, d'une part, ceux du docteur Vernet et d'autre part, ceux des globalistes comme Goldstein ou Buzdingyk. Mais avec l'avantage d'une fondation théorique, l'âme, beaucoup mieux assurée que dans leur perspective phénoménologique
mot métaphysique qu'il se refuse à prononcer. Voilà. Je voulais vous dire juste ça, pour dire que je ne suis pas tout seul, bien qu'il n'y ait pas des armées derrière moi, mais malgré tout, j'espère que le public que j'ai devant moi sera bientôt derrière moi aussi. Alors, l'équilibre glandulaire. La notion d'équilibre glandulaire va nous faire déboucher sur la considération d'une glande extraordinaire, mais inconnue au baptême. Ah, inconnue, attendez, je parle de la glande génitale, alors tout le monde connaît la glande génitale, mais inconnue quant à ses vraies prérogatives. Il faut savoir, et ça rejoint l'antériorité glandulaire par rapport au système nerveux, que dans le fœtus que porte une maman, 3 glandes sur 4 fonctionnent entièrement au bout de 3 mois. L'hypophyse est formée au bout de 3 mois, la thyroïde est formée au bout du 2e mois, à la fin, et les surrénales sont formées au bout de 3 mois également. La génitale endocrine est juste ébauchée, ne fonctionne pas. Ça, ce sont des données physiologiques qui sont assez anciennes. Lorsque l'enfant vient au monde, il faut qu'il soit en équilibre. Sinon, il est comme une voiture à 3 roues. Donc, pour qu'il devienne une voiture à 4 roues, avec la 4e glande, la génitale, dite interstitielle, la génitale endocrine, pas reproductrice, endocrine, puisse fonctionner, il faut un mécanisme qu'on appelle la première puberté, qu'on n'appelle plus du tout comme ça. Mais il y a 80 ans, certains médecins avaient nommé cette période première puberté. Actuellement, ce fonctionnement, en tout cas ce phénomène existe, bien sûr qu'il existe, mais il est considéré, on le connaît, mais on n'en sait pas la finalité. On s'aperçoit que l'enfant a une tuméfaction des organes génitaux externes, sa petite poitrine est tuméfiée, on met parfois des pansements dans les maternités. Eh bien, on ne sait pas ce que c'est. Demandez à n'importe quel médecin, il ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que dit le docteur Jean Gauthier? Il dit, c'est la première puberté. C'est-à-dire un mécanisme qui va mettre en œuvre pendant environ 3 semaines la glande génitale interstitielle afin que l'enfant devienne un être à 4 roues, comme je dis, c'est-à-dire en équilibre glandulaire. On n'aurait jamais dû l'appeler génital, d'ailleurs. On aurait dû l'appeler équilibrine, par exemple, n'importe quel mot, mais endostasie. Enfin, surtout pas génital. Parce que génital, ça veut dire qui engendre. Or, la glande génitale endocrine, qu'on a appelée interstitielle, parce que chez l'être humain, elle est située dans les interstices des canaux séminifères, est antisexuelle. Pour le montrer, des vétérinaires ont fait une expérience au début du XXe siècle, ont pris un animal en état de rut, ont regardé l'état testiculaire au microscope, et qu'est-ce qu'on constate? On constate une hypertrophie des canaux séminifères, c'est normal. Donc les canaux séminifères, c'est une pelote à l'intérieur du testicule, une petite pelote de canalicule qui fabrique les spermatozoïdes. Et puis dans les interstices, dans tout le pourtour du testicule, à l'intérieur, mais dans les interstices des canalicules et puis tout autour, vous avez un tissu conjonctif avec des cellules qui sécrètent la testostérone. Chez la femme, c'est un peu différent, mais c'est le même phénomène, le même principe. Eh bien, chez l'animal en état de rut, la glande interstitielle est totalement atrophiée, au profit des canaux séminifères qui remplissent toute la plage interstitielle. Lorsqu'on fait la même opération, lorsque l'animal est en état de repos sexuel, c'est l'inverse. On s'aperçoit que toute la plage interstitielle est hyper développée, avec des cellules sécrétrices en testostérone très nombreuses, et presque pas de canaux séminifères. Les canaux séminifères existent, mais ils sont atrophiés, ils sont réduits. Que conclure? Eh bien que chez l'animal, la glande génitale endocrine, non seulement n'est pas sexuelle, mais elle est antisexuelle. Cette découverte, qui avait pourtant été ébauchée il y a 90 ans, n'a jamais été considérée, ni poursuivie, ni connue. Il a fallu le docteur Jean Gauthier qui travaillait sur ces questions pour essayer d'éclaircir ce qu'était vraiment cette glande génitale. Quand Gauthier a vu que cette génitale se développait au début de la vie de l'enfant, il l'a aussitôt qualifiée de glande de l'équilibre. C'est normal, c'est elle qui parfait l'équilibre général glandulaire.
Et c'est alors qu'il a commencé à considérer que si chez un être humain, ce qui le caractérise, c'est son esprit, avec ses facultés supérieures, aimer, vouloir, penser, s'adapter, mémoriser, entreprendre, etc., il fallait bien que cette génitale endocrine ait un rôle particulier par rapport à ses facultés supérieures. Et c'est ce qu'il a pu montrer tout au cours de ses travaux. Il a montré donc que cette génitale endocrine est une glande qui se développe car elle va avoir un rôle majeur dans l'équilibre glandulaire, bien sûr, mais aussi mental et psychologique. De plus, cette hormone est celle qui est stimulée par l'éducation que reçoit un enfant. C'est une glande de perfectionnement, dit-il. C'est la glande qui nous permet de faire le bien, parce que c'est celle que Gautier a qualifiée de glande de la volonté. C'est une manière de parler, parce que glande de la volonté, ça veut rien dire. La volonté est un acte de l'esprit. Mais n'oubliez pas que nous sommes corps et âme, et que les glandes sont les instruments de l'esprit. Cette façon de s'exprimer va préserver notre liberté et nous faire quitter le déterminisme du corps. Ce qui n'est pas épargné chez, je m'exprime mal, mais les neuroscientifiques ne tombent dans le panneau parce que les neurosciences, avec le cerveau, ne peuvent pas préserver notre liberté. S'ils le font parce qu'ils l'affirment, ça n'est pas scientifique. Si on dit le cerveau a tout, c'est le cerveau qui dirige. Et si le cerveau dirige, on n'est plus libre. Non, c'est l'âme. Il faut affirmer, philosophiquement, que c'est l'âme spirituelle dont nous sommes doués, nous les êtres humains, qui commande et qui dirige, et non pas le cerveau. Donc, l'équilibre glandulaire est vraiment le top du top, et il se maintient tout au long de la vie, qu'à la condition que notre vie se maintienne dans les critères de l'harmonie vitale. Autrement dit, c'est affirmé à l'instant même que les glandes dépendent de la vie. Et oui, si nous sommes libres, c'est que nous ne dépendons pas du corps. C'est une philosophie, mais c'est pas vrai. Nous sommes libres, on ne dépend pas du corps. Donc les glandes, qui sont pourtant très importantes dans nos opérations mentales, obéissent non pas à une loi de causalité, on ne peut jamais dire que les glandes sont la cause de mes facultés d'intelligence. Même si on arrive à modifier les glandes, on arrive à performer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une relation de causalité, mais une relation de conditionnement. Ça veut dire quoi? Je viens de le dire, ça veut dire que nos glandes sont impliquées dans nos opérations mentales, mais non pas en tant qu'elles pourraient être la cause de ces mêmes opérations, c'est pas possible, mais en tant qu'elles sont nécessaires aux opérations mentales et psychiques que je pose. Le cas limite, à contrario, c'est le cas du malade mental. Un malade mental, c'est quelqu'un qui a perdu tout équilibre glandulaire, d'une manière absolue. Alors, il y a un livre de 700 pages que j'ai produit, mais je ne suis pas le méritant de cette œuvre, c'est le docteur Jean Gautier, mais enfin, c'est un travail quand même que j'ai pu faire en faisant une critique un peu systématique des neurosciences. Pardonnez-moi s'il y en a qui sont versés dans cette discipline. On cherche la vérité, on ne cherche pas à avoir raison, non. Eh bien, pour dire que un malade mental est quelqu'un qui est en déséquilibre absolu de ses glandes endocrines, avec une atrophie fonctionnelle systématique de la glande génitale interstitielle. C'est un travail énorme de Dr Jean Gautier, c'est une découverte sensationnelle. La glande génitale, disait-il aussi, c'est une glande de finalité, puisque c'est celle qui continue de se développer au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Alors que les autres endocrines, hypophyse, thyroïde et surrénale, s'envahissent d'éléments nerveux, les hormones sont atténuées, c'est pour ça que les vieillards s'adaptent très mal. Il ne faut pas changer de vieillard, un vieillard, changer de lieu,
ça peut le perturber, ils sont en difficulté pour s'adapter à de nouvelles données vitales, etc. Par contre, si il a vécu, encore une fois, la vie qui commande, selon les critères de l'harmonie vitale, du sens moral, de vertu chrétienne, je dis ça de temps en temps à des gens qui peuvent l'entendre, hein. Ici, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai des patients, j'ai de tout, moi, j'ai de tout, absolument de tout, des athées, des musulmans, des juifs, de ceci, de cela, et je ne manque pas de parler de ces choses spirituelles. J'estime que l'être humain est un être spirituel. Mais, avec nuance tout de même, eh bien donc, si la vie de quelqu'un a été conforme à cette harmonie qu'il doit rechercher, c'est-à-dire conforme à sa conscience. Ah oui, la conscience, quoi? C'est la lumière intérieure qui nous fait percevoir le bien et le mal. Alors, je me méfie parce qu'il y a des gens qui disent le bien et le mal, bon, je n'y crois pas, on est libre, bon. Pas du tout, je dis c'est universel. Chacun, même le pire d'entre nous, a la notion du bien et du mal. Il y a des relativités en fonction de l'attitude, en fonction de certains critères, mais le bien et le mal sont universels. Or, s'il existe ce bien et ce mal, c'est que nous avons, dans notre organigramme glandulaire, bien sûr, tout ce qu'il faut pour faire le bien, éviter le mal. Eh bien, dans les glandes, nous avons cette génitale endocrine qui est la glande de la volonté. Et si je fais des actes de volonté, parce que j'ai été éduqué pour, parce qu'on m'a formé à imiter le bien, parce que je dois reproduire le bien qu'on m'a inculqué, etc., je développe alors ma glande génitale interstitielle. C'est incroyable. Chaque fois que je ne le ferai pas, chaque fois que j'ai refusé de faire un bien que je sentais que je devais faire, par exemple, je vais ne pas développer, comme il le faudrait, ma fameuse glande génitale. Au fond, cette glande extraordinaire est le pivot de notre libre arbitre. Non seulement, disait le docteur Gauthier, elle est la glande de la volonté, du self-control, de la capacité d'aimer, mais elle est celle de notre libre arbitre. Et pour comprendre un peu mieux ce qu'est le libre arbitre, eh bien, par rapport aux glandes, bien entendu, parce que le libre arbitre, si je fais une définition philosophique, on ne va pas en sortir. On sait ce que c'est, choisir le bien, choisir entre deux situations, tout ça on le sait. Mais comment c'est possible avec un corps qui me détermine? Le corps c'est matériel, donc ça peut nous déterminer. Or, je suis libre. Comment concilier la liberté de mon esprit et un certain déterminisme de mon corps? Eh bien, justement, c'est parce que je suis en équilibre glandulaire, comme une balance de Roberval, avec 2 plateaux, là j'en ai 4, que je vais pouvoir, si mes glandes sont vraiment en équilibre entre elles, pencher du côté que je choisis de pencher. C'est une image, évidemment, mais je suis en équilibre. Donc, je vais hésiter entre deux choses, ou entre plusieurs. Étant en équilibre, j'ai le choix possible. Mais si je suis comme une balance qui n'est plus en équilibre, c'est-à-dire une balance dont un des plateaux serait totalement en bas par rapport à l'autre qui serait en haut. Vous voyez dans cette image, métaphore, que je suis en difficulté pour choisir, puisque je suis déterminé déjà à pencher du côté que j'ai pas choisi. Il faut donc réparer la balance pour qu'elle soit une vraie balance, afin que je puisse peser, puisqu'une balance est faite pour peser. Cette métaphore pour dire que mon équilibre glandulaire va me conduire à ma capacité de choix. Et si vous poussez un peu le filon philosophique, choisir, c'est toujours choisir le bien. Parce que si jamais on choisit le mal, car on peut le faire, à l'animal, nous on peut, nous devenons esclaves du mal, donc nous perdons la liberté. Donc vous voyez, tous ces arguments un peu philosophiques sont nécessaires dans cette endocrinopsychologie. Et je vais pouvoir quand même parler un petit peu des autres glandes. Vous voyez, il faut quand même les deux balayer, les glandes. Donc c'est le corps, c'est vrai, mais ces glandes, c'est quand même des organes vraiment à part, parce qu'elles ont maille à partir, enfin, elles sont complètement impliquées dans mes opérations mentales. Encore une fois, non pas dans une relation de causalité, attention, ça non, dans une relation de conditionnement. Il faut toujours affirmer que les glandes sont les instruments de mes opérations.
Et c'est moi qui suis en capacité de toujours faire que mes glandes restent en équilibre. Si ma vie perd le sens du bien, si ma vie se dérègle, si je ne suis plus quelqu'un qui essaye de toujours faire le bien, c'est très universel ce que je dis, hein, on a tous compris. Bon, eh bien, si on ne connaît pas les glandes, on va être perdu, on n'a pas avoir de critères de jugement, on ne va rien comprendre à ça. Et si on connaît l'endocrinopsychologie, on va voir que il est nécessaire que dans la future éducation, dans cette connaissance que nous pouvons avoir de l'économie humaine, eh bien, nous devons toujours nous efforcer de faire le bien parce que c'est ce bien qui va faire que mon équilibre glandulaire soit toujours au top, c'est-à-dire toujours efficacement, toujours efficace, pour que je puisse toujours poser des actes équilibrés, des actes fonciers, poser que mes facultés soient efficaces, que je puisse ne pas sombrer dans la dépression, dans le relativisme, dans le découragement, vous voyez. Eh bien, tous ces descriptifs sémantiques, philosophiques, psychologiques, en fait, ont un fondement glandulaire. Voilà ce que c'est que l'endocrinopsychologie. Donc, cette glande génitale en question, qu'on n'aurait pas dû appeler génitale, puisque on l'a appelée génitale, figurez-vous, par impéritie, c'est-à-dire par méconnaissance de ce qu'elle était, ou de ce qu'elle est. Lorsqu'on a vu autrefois, au début de la physiologie humaine, quand on a commencé à faire de l'anatomie glandulaire plutôt au milieu du 19e siècle, on a aperçu deux parties dans la glande génitale. La partie reproductrice, vous vous souvenez, on l'a dit, et la partie interstitielle. Ces deux parties, en réalité, sont en opposition. Chez nous, les êtres humains, elles sont en synergie, mais tout de même en opposition quand même, les deux. S'il y a abus sexuel, par exemple, je vais être comme un animal. C'est-à-dire, je vais être dans le rut. Pardonnez-moi, mais c'est un peu schématique. Si je suis un être humain, je vais lutter contre mes défauts. Je parle pas seulement du sexe, je parle de tous les défauts de la Terre. La colère, l'envie. Si donc j'ai une volonté suffisante, donc une génitale suffisamment opérationnelle, je vais pouvoir toujours lutter contre mes passions. Parce que les passions, il y en a qui sont positives, mais il y en a qui sont négatives, parce qu'elles me rendent esclave. Nous devons toujours garder le fil, ou rester plutôt sur le fil de la vie. Sinon, on tombe. Donc l'interstitiel, si vous voulez, c'est comme le balancier du funambule. On reste sur le fil de la vie, on ne tombe pas, mais c'est quand même périlleux. La génitale est donc une glande qui va, au cours de la croissance, être une glande de régulation des autres endocrines. Hypophyse, thyroïde et surrénale. La génitale est nécessaire pour que je puisse exercer toutes mes facultés, et celles-ci sont non pas dépendantes, sont conditionnées par mes autres endocrines. Par exemple, l'hypophyse, c'est la glande du calcul. Si on est fort en maths, eh bien, c'est qu'on a une bonne hypophyse. C'est le docteur Jean Gauthier, hein, je ne vais pas vous le démontrer comme ça, mais je peux vous donner quelques éléments. Comment Gauthier a-t-il fait pour essayer de montrer la relation entre l'hypophyse et une capacité de calcul? Eh bien, parce qu'un jour, il faut l'observer, nous savons tous que les règles chez une femme se déclenchent tous les 28 jours. Sauf si elle est déréglée. Que, eh bien, justement, après il y a d'autres phénomènes. Si donc l'hypophyse, on sait que c'est l'hypophyse d'ailleurs qui déclenche les règles, si l'hypophyse est capable, sur le plan physiologique, de faire un calcul, c'est-à-dire de faire comme mon poste de radio, si je mets 7 heures du matin, stand-by, à 7 heures, mon poste radio va sonner. Et de même, 28 jours se passent, les règles arrivent. Il y a un calcul qui est fait. D'où vient-il? Il y a de l'hypophyse. Jusqu'à présent, personne n'a imaginé ce stratagème, si vous voulez, ou ce mécanisme. Il fallait le découvrir. C'est l'hypophyse qui est à l'origine, donc, de notre esprit de calcul. Évaluation, jugement, calcul, analyse, rationalité, mathématiques. Tout ça, ce sont
des prérogatives de l'hypophyse. Donc, dans le cerveau, on peut toujours trouver la bosse des maths, mais on la trouvera pas parce qu'il y en a pas. Par contre, il faut quand même dire une chose, c'est que les glandes agissent sur le cerveau. C'est pas du contraire. Si vous voulez, le cerveau, c'est la table sur laquelle on met les ingrédients pour faire la cuisine, et les hormones, ce sont les ingrédients eux-mêmes. Si j'ai pas de table, je peux toujours mettre les ingrédients par terre, bien sûr, mais dans cette image, le cerveau, c'est cette sorte de table sur laquelle s'exercent toutes les alchimies endocriniennes. Mais sans les hormones, mon cerveau ne fonctionne pas. J'ai qu'à voir le cas de l'hypothyroïdie congénitale. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a des instabilités là, non? Ça vous gêne pas? Ah, c'est gênant, ouais. Si je reste comme ça toujours, c'est mieux? Ah, bon. Merci pour ce tour. Bon. Alors, faut que je contrôle l'heure quand même, ça passe très vite. Donc, la génitale agit sur l'hypophyse pour la réguler, de façon que je ne sois pas quelqu'un qui voit tout à travers le prisme de l'hypophyse. Parce que si j'ai fait Polytechnique, ce qui n'est pas le cas, vous savez, c'est connu ces images d'Épinal, il est polytechnicien et tout ce qu'il fait, il le fait sous l'angle mathématique. Il juge tout, il calcule tout, il compte tout, etc. C'est des déformations qu'on peut avoir. Cela dépend de notre équilibre général. Mais c'est vrai que la génitale est alors une glande de régulation, c'est-à-dire qui va me permettre de ne pas tout considérer sous l'angle des mathématiques. Parce que l'être humain, il n'est pas que mathématique. Il y a le sens moral, il y a la psychologie, il y a l'art, il y a l'empathie avec les autres. Et on n'est pas que des hypophyses. Il faut qu'il y ait d'autres qualités et d'autres facultés. Mais la génitale va toujours être la glande de la réalité. C'est pour ça qu'elle manque au fou, puisque le fou peut se définir comme quelqu'un qui n'est plus dans le réel. Et c'est pour ça qu'on dit que, encore une image d'Épinal qui dit « je suis Napoléon ». Quand quelqu'un vous dit « je suis Napoléon » dans la rue, qu'est-ce que vous concluez? Vous dites qu'il est fou, ou Jésus-Christ. Eh bien, c'est parce que son imaginaire est tellement exagéré qu'il va croire que la réalité, c'est ce qu'il imagine. Celui qui est génital ne va jamais croire ça. Il aura une bonne imagination, c'est un bon romancier par exemple, mais cette imagination sera toujours sous le contrôle de la réalité, c'est-à-dire de la génitale interstitielle. Finalement, c'est une glande de réalité et d'équilibre, cette interstitielle génitale. Quant à la thyroïde, bon, j'ai passé sur l'hypophyse, j'ai dit l'essentiel. Quant à la thyroïde, c'est une glande majeure. La thyroïde est la glande des émotions. L'émotion, c'est encore considéré comme étant cérébral. Non. Si vous enlevez la thyroïde à quelqu'un et que vous ne la remplacez pas par un adjuvant, il perd ses émotions complètement. Il va mourir en 3 mois. Un hypothyroïdien congénital, un mongolien par exemple, un crétin congénital, vous claquez une porte très fort, il va pas broncher. Il va se retourner parce qu'il a entendu un bruit, mais il va pas sursauter. Si vous claquez une porte devant n'importe qui de normal, on sursaute. Un bruit très fort. Eh bien, cette capacité de sursaut vient de la thyroïde. Un bébé hypothyroïdien congénital, dans le mongolien, pareil, vous claquez une porte, il ne va pas sursauter. Et si vous claquez une porte devant un enfant qui est normal, il va sursauter. 3 mois, 4 mois, peu importe. Cette capacité vient de la thyroïde. Eh bien, on n'a pas compris, c'est pourtant ça, que toute capacité de réaction émotionnelle vient de la thyroïde. On a dit que les émotions étaient psychologiques. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez à quelqu'un de mauvaise nouvelle, il se met à pleurer, par exemple. Il se met à pleurer à partir d'une idée ou d'une nouvelle qu'on lui a faite. C'est donc que l'idée est forcément dans mon cerveau. C'est un enregistrement, c'est une mémoire de quelque chose, c'est un sens que j'ai acquis et je pleure. Donc, ils n'ont pas été très loin, les
je vais pas dire les scientifiques, parce que ils ont des psychologues, enfin tous ceux qui, en fonction d'étudier ces questions, ont dit c'est dans le cerveau, parce que pour que je pleure après à partir d'une nouvelle, c'est que l'émotion est un phénomène cérébral. Pas du tout. L'émotion est thyroïdienne. Mais voilà le problème. C'est que le langage est porteur de sens. Ce sens, la connotation des mots, est due à la mémoire que j'ai, laquelle vient toujours de la thyroïde. J'ai enregistré les mots, j'ai enregistré le sens des choses. Je sais que quelque chose a une signification pour moi. Par exemple, j'aime ma grand-mère énormément. Quelqu'un qui a 14 ans, et on lui dit ta grand-mère vient de mourir, il se met à pleurer. Mais forcément, cette nouvelle, c'est pas un sursaut, c'est pas une porte qui claque, donc c'est une idée, donc ça n'empêche pas d'avoir une réaction émotionnelle. Mais cette réaction provient de sa thyroïde. Parce que si cet enfant à qui vous dites que votre grand-mère, ta grand-mère est morte, et s'il est mongolien, il va pas pleurer. Ils ont des capacités émotionnelles très réduites. Ils sont très affectifs, ils ont des qualités, c'est pas ce que je dis. Mais la capacité de sursaut est extrêmement réduite en raison de l'hypofonction thyroïdienne du mongolien. La thyroïde est la glande de la vitalité, de la vie d'abord et de la vitalité. De la mémoire, j'ai dit. Sans thyroïde, on ne peut pas mémoriser. Quand on prend de l'âge, on ne mémorise plus les choses à court terme. On oublie les mots, on oublie les mots nouveaux, on oublie plein de choses. On a une petite souffrance là, mémorielle. On ne perd pas la mémoire des choses très ancrées. Par exemple, moi, je ne pourrais pas vous parler si j'avais pas ancré tout ce que je vous dis depuis 40 ans passés. Mais personnellement, évidemment, je perds la mémoire alors qu'il y a encore 5 ans, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'à partir d'un certain âge, la thyroïde baisse de régime, car la thyroïde était la glande vitale et le vieillissement est corollaire de cet abaissement de la thyroïde. Et quand quelqu'un est très thyroïdien, il fait jeune quand il est vieux. Et quand quelqu'un est surrénalien, l'antagonisme de la thyroïde, il fait vieux quand il est jeune. C'est une façon rapide de dire les choses. La thyroïde, il me reste encore 5 minutes peut-être, 10 minutes. La thyroïde est la glande de la vie, j'ai dit, de la mémoire, de nos facultés, de l'intuition, de la sensibilité. Toute la sensibilité est conditionnée, j'aime bien ce terme, on va dire causée quand même, quand on pourrait, parce que là, c'est pas les facultés supérieures, c'est la sensibilité que nous partageons avec les animaux. Eux n'ont pas de facultés supérieures, les animaux, ils ont la sensibilité comme nous. Parce que nous avons, comme les animaux, l'âme animale. Une partie animale. Mais nous avons, en plus des animaux, l'âme spirituelle. Donc, la sensibilité, c'est vraiment la thyroïde. Celui qui est thyroïdien, il est très sensible. Celui qui est surrénalien en dominance, il est beaucoup moins sensible. Il y a un antagonisme entre ces deux glandes. La surrénale est une glande de refroidissement des téguments. La thyroïde est une glande de réchauffement des téguments, oxydation cellulaire. La tension artérielle est quelque chose qui est à 12-13, normal, la norme, parce que il y a un équilibre entre thyroïde et surrénale, toujours. Je n'explique pas comment parce que j'ai pas le temps. La température à 37 degrés, c'est une norme d'équilibre, encore une fois, qui vient à la fois de la thyroïde et de la surrénale en même temps. La thyroïde réchauffe, la surrénale refroidit, et ça fait du 37 degrés. Tout est glandulaire, mais on vous dira que la température, c'est l'hypothalamus à la base du cerveau. Je suis désolé. Non, les glandes sont premières, et c'est elles qui commandent. Et si dans le cerveau, il y a la mémoire, c'est bien fait, si vous piquez dans la mémoire, vous aurez des réactions émotionnelles. Et ceux qui n'ont pas été plus loin que cette simple observation vont conclure trop vite que puisque j'ai une réaction à la piqûre ou la micro-piqûre expérimentale dans certaines régions du cerveau chez l'animal, et que ça déclenche une réaction émotionnelle, par exemple, ils vont dire, j'ai trouvé le point central neuronal qui est la cause de la réaction X ou Y, ou la réaction d'hyperphagie ou de soif ou
ou sexuelle, etc. Pas du tout. C'est glandulaire d'abord, et ensuite cérébral. Mais le cérébral, c'est-à-dire le mémoriel, est toujours postérieur à une action princeps des glandes endocrines. La génitale encore à barre pour régler, toujours régler, sur tous les phénomènes physiques de toute façon, mais aussi surtout psychologiques. Par exemple, une maniaco-dépression, qu'est-ce que c'est qu'une maniaco-dépression? Tout le monde sait, hein, la bipolarité, on a des humeurs complètement fantasques et instables. C'est la thyroïde qui est complètement instable, qui nous donne une humeur extrêmement positive, enthousiasme, maniaque. Et puis, après quelques temps, c'est le contraire. Cette capacité de la thyroïde de passer par des sinusoïdes aussi prononcés provient d'une faiblesse relative, c'est toujours relatif, de la génitale interstitielle. Parce que la vie était trop difficile, on a vécu comme on a pu, on a eu beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, et on a eu du mal à exercer notre régulation intérieure, notre volonté, ce qui fait qu'à un moment donné, la génitale n'est plus suffisante pour assurer une humeur stable. Donc, l'humeur vient de la thyroïde. La tristesse, c'est la thyroïde en berne. La gaieté, la thyroïde à hauteur. La peur, c'est un arrêt immédiat, peur soudaine de la thyroïde. La colère, c'est une irritation thyroïdienne. Si elle est colère rouge, je dis ça dans les cours, c'est une colère thyroïdienne, c'est-à-dire en vasodilatation, on se met en colère, mais ce n'est pas une colère très grave parce qu'elle s'arrête assez vite. Et si c'est une colère qui excite les surrénales sont une glande, sont des glandes dites plastiques. La colère, quand on veut battre, frapper, détruire, colère beaucoup plus grave, qui nous fait pâlir, et donc cette colère-là est dangereuse. Et si quelqu'un se met en colère et que vous voyez qu'il est blanc, qu'il est un peu surrénalien avec des forces de mâchoire, etc., vous avez intérêt à fuir parce que ces gens, qui sont en voiture, je sais pas, une colère, quelqu'un qui vous en veut, vous avez intérêt à pas l'affronter. Parce qu'il ne voit plus clair et il ne voit que la bataille, vous frapper, vous boxer, vous tuer. Tout ça sert pour notre gestion quotidienne. Alors, j'arrive vers la fin de mon exposé. Je voulais dire une chose encore, si je le retrouve, c'est que, bon, je l'ai dit, mais je le répète, c'est très important, c'est que les glandes sont dépendantes, toutes, de notre vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'âme. Donc, c'est mon libre arbitre. Je dois vivre dans le bien, et dans ce cas-là, je règle mes glandes. Si je suis malade, si j'ai plein de problèmes, c'est que ma vie, sans juger personne, bien entendu, mais c'est que ma vie a été en difficulté, c'est que on subit des stress, des émotions, ça n'est pas de notre faute toujours, mais on n'a pas assez lutté contre, etc. Donc il y a toujours une part de responsabilité, mais on ne peut pas accuser qui que ce soit, mais n'empêche que c'est la vie qui commande les glandes. Alors on peut toujours se dire, ma vie a été un peu difficile, c'est vrai, bon, j'aurais dû faire ci, faire ça, peut-être aussi. N'empêche qu'on essuie des plaques parce qu'on a une thyroïde avec des nodules, avec de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie, et après il faut réparer les dégâts. Alors je dirais en conclusion quand même, parce que c'est très court un exposé comme ça évidemment, mais j'espère que ça a fait le tour des questions, qu'il existe une méthode que je pratique, que je diffuse surtout, puisque je crée des cabinets pour, quand je serai mort, ça me survivra, n'est-ce pas? C'est pour le bien que je fais ça, c'est pas pour moi. Donc il y a des cabinets qui se montent un peu partout en France, en Belgique un peu, puis en Suisse, pour faire que on exerce la méthode du docteur Jean Gauthier que j'ai reprise il y a 32 ans. Cette méthode qui consiste en l'application de champs électromagnétiques qui viennent régulariser tout le système endocrinien. Ça c'est génial. Cette action est régulatrice des glandes parce que elle opère, je vais finir dans 2 minutes, elle opère une puberté artificielle. Cette méthode a été appelée par le docteur Jean Gauthier la puberté artificielle. Bizarre. Et il fallait, pour comprendre ce que ça veut dire, connaître ce qu'est la puberté. Je vous l'ai un peu dit, la puberté n'est pas l'avènement des forces de reproduction du tout. La puberté est simplement
l'équilibrage, l'équilibre glandulaire, par la stimulation de l'interstitiel dès le 8e jour, et à la deuxième puberté, 12 ans, c'est une puberté, c'est la puberté, c'est ce qu'on appelle la puberté, c'est la deuxième, eh bien, c'est encore l'interstitiel qui doit se développer encore plus pour que l'adolescent puisse devenir un être à part entière, avec ses facultés, avec son équilibre, son sens moral, et tout ce qu'il est appelé à devenir. Et encore une fois, tout est glandulaire. Donc cette méthode, finalement, est une méthode d'équilibre, mais c'est pas une méthode thérapeutique. On n'est pas médecin, on soigne personne. On peut en profiter, bien sûr, si on a des problèmes, mais c'est une méthode que j'ai appelée plutôt d'optimisation de nos facultés, de régénération vitale, enfin tout ça. Voilà, je ne veux pas abuser de votre temps. Je m'étais promis de faire une heure et quart. Je vais vous demander si vous avez des questions. L'hyposurénalien. Alors l'hyposurénalien, j'ai pas parlé des types glandulaires, mais j'ai pas le temps. Il peut ressembler à l'hyperthyroïdien. C'est très curieux. Le thyroïdien, c'est quelqu'un de longiligne. Le surrénalien, c'est quelqu'un de concentré, épais, large d'épaule et avec des mâchoires carrées. Si cette glande est en hypo, c'est l'autre glande antagoniste, la thyroïde, qui va le rendre fluet. Donc, je peux dire ça. Et sinon, sur le plan général, il va être très fatigué, peu réactif, peu tonique sur le plan musculaire. Et le cas limite, c'est la maladie d'Addison. Quelqu'un qui a une hypofonction de la surrénale au point qu'on ne peut même pas soulever un bras tellement on est fatigué. Oui, oui, j'ai entendu, mais on peut peut-être pour les autres. Oui, bipolaire, la maladie bipolaire. J'en ai parlé en parlant de maniaco-dépression parce que c'est un terme nouveau et plus moderne qui signifiait la maniaco-dépression. Vous savez, on change tous les 25 ans de mots. Euh, comment? Oui, oui. Par exemple, on appelait cyclothymie autrefois cette bipolarité maintenant. Après, on l'a appelé maniaco-dépression. Maintenant, on l'appelle bipolarité. Et puis peut-être dans 10 ans, on l'appellera un autre mot. Parce que on ne sait rien, alors on va nommer les choses et nommant sémantiquement les phénomènes, on a l'impression de les connaître mieux. Je m'amuse un peu, bien sûr. Mais la maladie bipolaire, c'est, je l'ai dit, vous vous souvenez, c'est une instabilité assez grave de la glande thyroïde qui n'est plus régulée, qui n'est plus tenue dans le giron de l'équilibre glandulaire et qui fait des cavaliers seuls, qui fait des sautes d'humeur, parce que le principe régulateur, qui est la génitale interstitielle, n'exerce plus son pouvoir suffisamment. Alors, on peut être normal, tout à fait sans problème vraiment particulier, mais d'avoir une certaine bipolarité, parce qu'on est très thyroïdien, très sensible, très nerveux, et à ce moment-là, on ressemble un peu au bipolaire. Mais le vrai bipolaire, c'est un malade mental. Hein. C'est quelqu'un qui a des symptômes très prononcés, et c'est à ce cas-là qu'on appelle, qu'on doit attribuer le mot bipolaire. Ah, attendez. Ah bon. À partir du 8e jour. À partir du 8e jour. Pas tout de suite, 8 jours, et déclenche ce phénomène. Ouais. 3 semaines. Environ 3 semaines. Oui. Oui. Oui, en tout cas, c'est pas le cerveau. C'est ça. Qu'est-ce qui contrôle les glandes?
Ah oui, les glandes conditionnent l'efficacité cérébrale. Selon les travaux du Dr Gauthier, il n'y a aucun problème là-dessus. On le voit par tout un tas d'expériences. Les glandes sont formées très tôt. Comment dirais-je? Il y a un organigramme génétique d'abord, et je lutte contre cette prégnance du génétisme pour des raisons, on n'a pas le temps d'en parler, mais si vous voulez, après que le patrimoine génétique ait été confondu avec les parents, ça forme un être nouveau, mais dès lors qu'il commence à se développer, cet embryon va tout de suite répondre à un organigramme particulier qui est le glandulaire. Car n'oubliez pas qu'un homme, un être humain, non pas les animaux ni les plantes, va pour les petits pois lisses et les petits pois ridés pour la génétique, on a appris ça à l'école, mais pour ce qui est de l'être humain, la génétique, ça s'arrête à la fusion des patrimoines, très bien, et ça va d'ailleurs conditionner la vraie hérédité, c'est-à-dire la transmission des tendances glandulaires des parents, par le biais génétique d'abord, c'est vrai, mais ensuite, c'est plus la génétique. Pour moi, ici, dans l'optique où je suis dans l'endocrinopsychologie, la génétique, moi, je suis désolé, c'est pas possible. Parce qu'on arrive à des aberrations telles que la génétique, ça va déterminer quelque chose qui est aléatoire comme l'intelligence ou les facultés mentales. C'est pas possible. Les facultés mentales, elles dépendent d'un organigramme glandulaire où on est certain alors que ce conditionnement glandulaire va être à l'origine de nos capacités adaptatives et mentales. Non pas le génétique. Parce que le génétique détermine couleur des yeux, longueur des bras, pas de problème, c'est génétique. Mais tendance à la dépression, non, c'est pas génétique. Est-ce que j'essaye de donner des arguments un peu philosophiques parce que là, il n'y a pas d'argument scientifique. C'est une question de bon sens. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, les glandes d'émas très tôt, ça marque notre originalité foncière par rapport aux animaux, en tout cas, qui ont des glandes aussi, mais qui n'ont pas de puberté. La puberté est ordonnée à l'équilibre général de l'enfant et de l'être humain. Donc, les glandes, si vous voulez, elles sont là comme un organigramme nécessaire qui font la pluie et le beau temps. Hein. C'est pas elles qui sont conditionnées par quelque chose d'autre. Et si on parle du cerveau, ben forcément, le cerveau dépend alors de l'efficacité glandulaire. Tout ce qu'on peut dire. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Qu'est-ce que, quelle est votre préoccupation? Mais j'essaie de, oui, c'est pas inintéressant du tout votre question, mais je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Qu'est-ce que vous voudriez que les glandes soient contrôlées? Ah oui. Ben, je crois que le Créateur a bien tout prévu en faisant les glandes parce qu'elles sont à la base de ce qui va nous permettre d'atteindre Dieu. Le libre arbitre par les glandes, mais pas par la génétique ni par le cerveau. Parce que le cerveau ne peut pas nous donner le libre arbitre. Le cerveau, c'est la mémoire, essentiellement. Donc je pense que dans les glandes, nous avons quelque chose d'une très grande subtilité qui parle d'elle-même, quoi. Je vois pas comment on peut dire autrement. Ah, bien sûr, tout, absolument. Oui. Une grande émotion, une très grande émotion, peut déclencher une sorte de collapsus thyroïdien, hein, même un cancer. La thyroïde, si elle est fragile, si elle est peut-être trop sensible, si elle est mal étayée par l'équilibre glandulaire, qui est une sorte de carcan qui nous maintient dans le droit chemin, si on peut dire, ça peut déclencher plein de choses. Trauma, avec des conséquences qui peuvent durer quelques années. Absolument. Oui, c'est ça. Alors, je suis arrivé un petit peu à la fin de sa conférence, malheureusement, mais euh, effectivement, mais il est vrai que tout est mémoire. Nous avons tout enregistré, tout
toutes les attitudes, tous les sentiments, tout le langage. Le cerveau, c'est ça, c'est quand même toute la mémoire. Mais le cerveau n'est pas directif. Ce qui est directif, c'est l'âme, et qui passe par les verbes. Le cerveau est la réception de tout ça, de tous les sentiments, de toutes les modulations adaptatives, elles s'enregistrent. Et à partir de cette mémoire, on peut manipuler. Ah, on peut manipuler. L'hypnose, d'ailleurs, c'est une sorte de manipulation. Alors, je ne vais pas parler d'hypnose ici, mais dans mon bouquin, je parle de ça. L'hypnose, c'est tirer les ficelles des automatismes enregistrés et faire que quelqu'un qui est mis en hypofonction thyroïdienne du sommeil hypnotique, un sommeil pas très profond, mais sommeil quand même, à ce moment-là, les automatismes sont activés par la parole d'un autre. Voilà pourquoi le docteur Gauthier n'était pas pour l'hypnose, parce qu'on est obligé de laisser notre propre volonté dans les mains d'un autre, alors qu'on n'a pas plus personnel que notre propre volonté. C'est ce qui nous est donné pour atteindre notre fin. Et si on la donne à quelqu'un d'autre, c'est sur le plan théorique dangereux. Maintenant, il y a des gens qui profitent de certaines techniques hypnotiques pour endormir, guérir, c'est possible, mais a priori, c'est embêtant. Alors, l'épiphyse. L'épiphyse. Oui, mais certainement. Dans des conférences, on dit souvent le chakra de la thyroïde, le chakra de ceci, de cela. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contester vraiment, mais qui sont d'une appréhension ésotérique. Donc, je me méfie toujours. Mais quant à l'épiphyse, c'est une glande parfaitement déterminée qui donne la mélatonine, qui a un rôle dans le sommeil. Mais le docteur Gauthier n'en a pas parlé. C'est pas une raison. Peut-être qu'il ne la connaissait pas bien et que ce sont des travaux qui datent de 25 ans seulement. Mais pour moi, j'ai tendance à un peu la négliger parce que quand on connaît les 4 glandes principales, on a vraiment tout. Surtout quand on sait que la thyroïde est la glande du sommeil, pardon, ou de l'insomnie d'ailleurs, et que la mélatonine nous fait dormir, c'est l'une ou l'autre. Alors, est-ce que c'est la mélatonine qui fait dormir ou c'est la thyroïde qui est influencée par la mélatonine? Alors, ça, je ne vais pas vous le dire. Je vous dis simplement que, je ne vais pas parler de, après un acte sexuel, on s'endort parce que la thyroïde a explosé tout son parenchyme thyroïdien et que le sommeil fait suite à la nécessité de la réparation thyroïdienne. Le sommeil, c'est la thyroïde en hypofonction. 150 pages pour le démontrer. Et c'est pour dire que la mélatonine, qui est considérée comme une glande qui favorise le sommeil, pourquoi pas? Mais c'est toujours pareil, nous avons une synthèse fonctionnelle. 4 glandes principales, docteur Gauthier. Cette synthèse fonctionnelle peut être atteinte par des biais, par des paramètres secondaires, mélatonine d'un côté, ou bien un bon massage chez une masseuse, et vous allez dormir. Mais est-ce que c'est dire alors que, alors c'est le massage qui fait dormir, c'est pas la thyroïde, monsieur? Ben non, parce que le massage va agir sur la thyroïde pour faire dormir l'individu. Parce qu'un bon massage, ça endort, ça fatigue aussi. Donc, toujours en méthodologie, voir que on a une synthèse fonctionnelle, et à partir de cette synthèse, nous avons des déclinaisons possibles, d'autres paramètres qui pourraient être rendus chacun absolu, un peu trop absolu, et qui donnerait donc la cause d'un phénomène, alors qu'elle n'est qu'un facteur, qui ne serait qu'un facteur intervenant, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Voilà. Ah non, non. Oui, d'accord. Mais non, madame, parce que justement, les thérapies, c'est une chose. Connaître l'équilibre angulaire, c'est autre chose.
lorsque les médecins s'intéressent à la thérapie de ces phénomènes, ils n'ont pas en tête l'équilibre glandulaire, ils n'ont en tête que la causalité organique parce qu'il n'y a que la causalité pour eux. Ils disent, voilà, on a la cause de quelque chose, on va essayer de toucher la cause, généralement ils n'y arrivent pas, donc ils touchent que l'effet, mais dans l'optique de l'endocrinopsychologie, nous n'avons pas cette façon de voir, nous n'avons pas cette notion de cause et d'effet. Dans les cours que je donne, j'explique beaucoup ça, c'est très important pour vous. C'est un cours, à mes formations. Et l'équilibre glandulaire, quelque chose de très subtil. L'équilibre, c'est toutes les glandes ensemble qui donnent des symptômes divers s'il y a un déséquilibre, et au contraire une harmonie si elles sont en équilibre. Mais que dire de plus? Oui, votre question c'est oui, oui, c'est non, mais c'est pas une question de dosage justement. Lui, voilà, la méthode que j'ai, c'est une méthode d'équilibre glandulaire. Vous savez, je vous en ai parlé. Ce régime électromagnétique a régulé les glandes endocrines. Et là, on a des résultats. Sauf si les personnes sont vraiment trop atteintes, enfin, en tout cas, sont sous médicaments, c'est compliqué les médicaments. Parce que c'est comme si vous mettiez vos glandes dans, on les enduisait, oui, de silicone par exemple, on ne peut plus les atteindre. Si quelqu'un est assez sain, on peut vraiment équilibrer les glandes, et même chez des gens qui seraient bipolaires. Ce n'est pas parce que vous allez agir sur la thyroïde que vous allez guérir le bipolar. C'est la cause pourtant, mais ce n'est pas en agissant sur elle. C'est en agissant sur l'équilibre glandulaire. Et en passant par la génitale interstitielle. Puisque c'est la génitale interstitielle, ça je ne l'ai pas trop dit, et je le dirai peut-être en finissant, et qui va à la puberté. La puberté, c'est quoi? C'est l'hypophyse qui déclenche un phénomène d'excitation thyroïdienne. Les deux glandes, hypophyse et thyroïde, déclenchent une excitation des surrénales, et les trois excitent la glande génitale interstitielle. La génitale interstitielle, au moment de la puberté, va avoir alors une action rétroactive de régulation sur les glandes précédentes. Donc, la génitale va agir rétroactivement sur la surrénale, la thyroïde et l'hypophyse. Et c'est par ce biais de l'équilibrage glandulaire qu'on arrive à atteindre la thyroïde. Sinon, c'est la causalité. On va agir sur la thyroïde parce qu'elle est la cause. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ça? La cause, c'est difficile en médecine. Pardon, madame. Les glandes surrénales. La glande surrénale, l'adrénaline notamment, la cortisone, tout ça. La cortisone est une hormone anti-inflammatoire, c'est intéressant, mais on abuse parce que c'est tellement intéressant qu'on vous file des piqûres de cortisone et ça esquinte la surrénale. L'adrénaline est une hormone de contraction musculaire, de combativité, et j'ai dit aussi que la surrénale est toujours en, en tandem avec la thyroïde. La surrénale donne de l'insensibilité. Les surrénaliens, par exemple, un enfant en colère qui est surrénalien, qui sont trapus, ils sont carrés, ils sont très agressifs. Docteur Gauthier remarquait que quand ils se mettent en colère, parfois ils se tapent la tête contre les murs. C'est par colère plastique. C'est par insensibilité. Vous ne verrez pas un thyroïdien se taper la tête contre les murs, ils sont trop sensibles. La moindre chose leur fait mal. Pas le surrénalien. Et c'est pour ça que ces enfants sont très très difficiles à élever, parce que ils réagissent à toute fessée, enfin, interdit la fessée, hein, toute admonition un peu sévère. Non, non, rien ne les atteint. C'est très très compliqué. Que dire de la surrénale encore? Eh bien, que dire? Eh bien, elle donne un tempérament très pratique et concret, des idées un peu terre à terre. Ils sont assez matérialistes, ils ont peu de croyances. C'est très schématique, hein, mais il y a 4 typologies glandulaires. Le surrénalien n'est pas très intéressant sur le plan purement. Mais heureusement qu'on est des mélanges. Hein. On est tous des mélanges de 4 glandes. Alors, mais le type pur surrénalien n'est pas très favorable.
Mhm. Absolument. Le cœur est une pompe extraordinaire, mais totalement dépendante, c'est pas original, de la thyroïde. La thyroïde, elle fait vivre, elle fait fonctionner tous les organes, par l'oxydation cellulaire, par le fait qu'elle est immunitaire avec la surrénale. Le cœur est une pompe, mais malheureusement, il est considéré un peu à l'instar du cerveau, analogiquement au cerveau, comme étant l'organe vital par excellence. Alors, c'est pas tout à fait faux, bien sûr, mais c'est la thyroïde qui est l'organe vital, c'est pas le cœur. Et je vais vous illustrer ça en 2 secondes et demie. C'est que Dr Gauthier disait autrefois que quand quelqu'un meurt subitement, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui est normal, tout d'un coup, il s'effondre, il est mort. 40 ans, 50 ans, même pas tellement âgé forcément. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ce n'est pas une crise cardiaque. Et on dit, c'est une crise cardiaque. On dit, c'est une rupture d'anévrisme. Ça n'est pas vrai. Il dit, c'est un arrêt thyroïdien. Car la thyroïde a le pouvoir de bloquer son processus. Mais il faut savoir qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on a eu 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus avant, et dont on n'a pas tenu compte en raison de l'ignorance où nous sommes de ces phénomènes. Parce que si quelqu'un, par exemple, a eu un problème cardiaque, il a une souffrance cardiaque à un moment donné parce qu'il a abusé de travail ou autre, il va voir son cardiologue, et le cardiologue lui dit, écoutez, non, ça va, il n'y a rien à signaler, faites attention, bon, vous avez peut-être un peu trop forcé, mais il n'y a rien, pas de problème. Eh bien, le cardiologue, là, il est criminel. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire qu'il n'a pas fait son boulot. Et il ignore. Le cardiologue aurait dû dire, oula, vous avez fait ça une fois, attention, ça peut se reproduire. Faites doucement, vous avez un avertissement, ça veut dire que vous êtes éligible à une reproduction du phénomène. Ils disent pas ça. Donc le type dit, j'ai rien au cœur, formidable, et il continue. Rebelote 2 ans après, malaise, problème, petit infarctus par exemple. Alors, soit il reste pas, et puis troisième fois, etc. Donc, la thyroïde est l'organe du cœur. Ça, c'est quand même révolutionnaire. Hein. Donc, tous les cardiologues, là, ils font du beurre sur le dos de ceux qui sont cardiaques. D'accord, cardiaque, pourquoi pas. Mais moi, j'irai pas voir un cardiologue, hein. Enfin, sauf si j'ai un pontage à faire, bien sûr. Mais vous avez dans l'hygiène de vie tout ce qu'il faut pour que le cœur fonctionne bien. La bonne alimentation, etc. Vous évitez de faire de l'athérome. Et quand vous avez tout ça qui est arrivé, c'est que votre vie a été un peu mouvementée et qu'elle s'est fatiguée. Et le cœur prend plein pot. Le cœur prend plein pot. Oui, mais par la thyroïde. C'est pas le cœur. C'est le cœur par la thyroïde. C'est la thyroïde qui est responsable. Donc quelqu'un qui vit bien, quelqu'un qui vit tranquille, quelqu'un qui n'abuse de rien, et quelqu'un qui va vivre vieux parce que son cœur aura pas de problème. Mais le cœur n'est pas la cause première de tout ce qu'on dit. C'est encore de l'endocrinopsychologie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, je vous ai donné un aspect des choses. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, ouais, c'est exact. Ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais dû dire, monsieur. C'est vrai, au fond, c'est ça. J'ai dit quelque chose qui est commun aux deux. Ah bien,
La surrénale et la thyroïde sont c'est un couple tandem, je dis, et les deux sont vraiment en synergie complète. Pour la température, les deux sont indispensables pour maintenir 37 degrés. Parce que mince alors, ça me revient pas. Ça me revient pas. Ah, il faut me mettre sur la voie là. Hein. Ma femme me dit toujours, après 40 ans, elle me dit, ah t'as encore dit quelque chose de nouveau que je connaissais pas. J'y peux rien, hein, c'est tout mon fond. Je réfléchis pas. Désolé. Je vous remercie beaucoup. C'est ce que je pense aussi. En tout cas, merci de votre encouragement. Ça me va droit au cœur. Ouais. Nous vous remercions tous. Encore une question. Ultime. L'ultime. Ah, attendez. Alors, voilà, ça balaye l'endocrinopsychologie. Ouais. Merci. Est-ce que les traitements à la cortisone, ah ben, surtout la surrénale, ça affaiblit la surrénale. Le traitement à la cortisone, à force, ça affaiblit la surrénale et donc les muscles. Et donc les muscles aussi, absolument. Je pense que nous allons en rester là. Merci pour cette ouverture de plus sur le mystère de l'homme, le mystère de la création et surtout sur ce lien que les modernes ne voient pratiquement plus entre le corps, les fonctions, tout ce qui est quantifiable et l'invisible, l'esprit. Merci pour cela et merci aussi à tous ceux qui ont permis à nos orateurs de continuer, de nous enrichir. Dominique va dire un dernier mot, je pense, avant de nous donner rendez-vous pour le mois de novembre.
Merci à Dominique. Avant de partir, déjà, déposer vos pages sur la table.